Imagine que chaque étoile de l'univers visible, les centaines de milliards de soleils ardents qui peuplent notre galaxie et les billions qui habitent les autres galaxies, imagine qu'elles décident toutes d'exploser à cet instant précis. Une seconde, un battement de cils cosmique, et soudain, l'obscurité totale. L'univers transformé en un cimetière de cendres radioactives, sans un seul phare de lumière pour guider quiconque vers nulle part. Ce n'est pas de la science-fiction bon marché. C'est une question que les physiciens se sont posées avec le plus grand sérieux. Car les étoiles sont essentiellement des bombes thermonucléaires colossales, des bombes qui devraient exploser, des bombes qui, selon la logique la plus élémentaire de la physique nucléaire, auraient dû se désintégrer il y a bien longtemps. Et pourtant, elles sont là, brillantes, certaines depuis des milliards d'années. Pourquoi n'explosent-elles pas toutes en même temps ? La réponse implique une force que tu prends pour acquise à chaque seconde de ton existence. Une force qui te maintient collé à ta chaise en ce moment même. Une force si faible qu'un simple aimant de réfrigérateur peut la vaincre, mais si puissante qu'elle contrôle le destin de galaxies entières. La gravité. Cette nuit, tu vas découvrir 3 mystères qui transformeront ta compréhension du cosmos. Premièrement, l'équilibre impossible qui maintient les étoiles en vie pendant des éons. Un équilibre si délicat que la moindre perturbation pourrait signifier l'annihilation instantanée. Deuxièmement, les batailles titanesques qui se déroulent au cœur de chaque soleil. Des guerres invisibles où la gravité lutte contre des forces qui tentent de déchirer l'étoile de l'intérieur. Et troisièmement, le destin inévitable qui attend chaque étoile de l'univers, y compris notre propre soleil, un destin écrit dans les lois les plus fondamentales de la physique depuis la première microseconde après le Big Bang. Tu vas découvrir quelque chose qui t'empêchera de dormir, quelque chose qui changera pour toujours la façon dont tu regardes le ciel nocturne. Car lorsque tu comprendras ce qui se passe réellement à l'intérieur des étoiles, lorsque tu saisiras le miracle gravitationnel qui permet l'existence de la lumière dans l'univers, tu ne verras plus jamais une nuit étoilée de la même manière. Si les mystères du cosmos te fascinent, abonne-toi. Le voyage commence maintenant. L'histoire qu'on nous a racontée sur les étoiles est trompeusement simple. On nous dit que ce sont des sphères de gaz chaud. On nous explique que des réactions nucléaires libérant de l'énergie se produisent dans leur sein. On nous assure qu'elles brillent parce qu'elles fusionnent l'hydrogène en hélium, comme de petits réacteurs à fusion suspendus dans le vide de l'espace. Tout cela est techniquement correct, mais c'est comme décrire un ouragan en disant que c'est du vent avec de la pluie. La version officielle omet le drame cosmique qui se produit chaque seconde à l'intérieur de chaque étoile. Elle omet la violence, elle omet le chaos contrôlé. Elle omet le fait que chaque étoile est un champ de bataille où 2 titans s'affrontent sans relâche. Pendant des décennies, les manuels scolaires ont présenté les étoiles comme des objets stables et prévisibles. Elles naissent dans des nuages de gaz, vivent en fusionnant des éléments, meurent quand leur combustible s'épuise. Un cycle propre, ordonné, presque ennuyeux. Cette narration commode a permis à des générations entières d'étudiants de mémoriser des données pour leurs examens sans jamais comprendre la réalité sous-jacente. La réalité était que chaque étoile devrait exploser au moment même de sa formation. La réalité est que l'existence continue de n'importe quelle étoile est un miracle statistique qui défie l'intuition. La réalité est que nous vivons éclairés par des bombes qui refusent de détonner. Et pendant longtemps, personne n'a su expliquer pourquoi. La physique du 19e siècle n'avait pas de réponse. Les scientifiques de cette époque savaient que le Soleil rayonnait une quantité monstrueuse d'énergie. Ils savaient qu'aucune réaction chimique connue ne pouvait produire autant de puissance pendant si longtemps. Lord Kelvin, l'un des physiciens les plus brillants de sa génération, calcula que si le Soleil était une sphère de charbon en combustion, il se serait consumé entièrement en quelques milliers d'années seulement. Mais les géologues avaient déjà démontré que la Terre avait des millions d'années. Et si la Terre était si ancienne, le Soleil devait l'être aussi. Il y avait un problème fondamental. Les mathématiques ne collèrent pas. L'énergie ne pouvait provenir d'aucune source connue. Le XXe siècle arriva,
et avec lui, la physique nucléaire. Einstein révéla que la masse pouvait se convertir en énergie selon sa célèbre équation. Les physiciens réalisèrent que la fusion nucléaire pouvait expliquer la longévité stellaire, l'hydrogène se convertissant en hélium, libérant des quantités obscènes d'énergie dans le processus. Le mystère semblait résolu. Les étoiles étaient des réacteurs à fusion et point final. Affaire classée. Les livres furent mis à jour. Les étudiants mémorisèrent de nouvelles données. Et la question véritablement importante resta sans réponse. Car savoir que les étoiles fonctionnent par fusion nucléaire n'explique pas pourquoi elles n'explosent pas. Bien au contraire, cela rend le mystère encore plus profond. Pense à une bombe à hydrogène. C'est exactement le même processus physique qui se produit dans le noyau du Soleil. Fusion nucléaire, conversion de masse en énergie. La bombe la plus puissante jamais détonée par l'humanité, la Tsar Bomba soviétique, libéra 50 mégatonnes d'énergie en une fraction de seconde. Le Soleil libère cette même quantité d'énergie chaque fraction de seconde, constamment, sans arrêt, sans exploser. Si la fusion nucléaire est intrinsèquement explosive, si chaque fois que les humains ont réussi à l'initier, le résultat a été une détonation catastrophique, alors pourquoi le Soleil ne détonne-t-il pas ? Pourquoi aucune étoile ne détonne-t-elle instantanément lorsque la fusion commence dans son noyau ? Pourquoi y a-t-il des étoiles qui fusionnent l'hydrogène depuis 10 milliards d'années sans jamais perdre le contrôle une seule fois ? La réponse qu'on nous a donnée est la gravité. Et ceci aussi est techniquement correct. Mais c'est une réponse incomplète qui cache une vérité bien plus perturbante. La gravité, nous a-t-on expliqué, comprime l'étoile vers l'intérieur. La pression de radiation générée par la fusion pousse vers l'extérieur. Ces deux effets s'équilibrent. L'étoile reste stable. Équilibre hydrostatique l'ont-ils appelé. Un nom élégant pour un concept apparemment simple. Et l'affaire en resta là pendant des décennies. Gravité vers l'intérieur, radiation vers l'extérieur, équilibre parfait, étoile stable. Mais la réalité est bien plus sombre, car cet équilibre n'est pas statique. Ce n'est pas un balance fixe qui s'établit une fois et reste immuable. C'est une guerre perpétuelle, une bataille constante, où aucun camp ne peut se permettre le moindre répit. Et les combattants sont des forces d'une magnitude qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut visualiser. L'équilibre hydrostatique d'une étoile est comme marcher sur une corde raide infiniment longue au-dessus d'un abîme infiniment profond, tandis que deux ouragans te poussent dans des directions opposées. Si l'un des deux vents diminue sa force ne serait-ce qu'un instant, tu tombes. Il n'y a pas de filet de sécurité. Il n'y a pas de seconde chance. Un déséquilibre et tout est fini. La gravité veut effondrer l'étoile. Elle veut comprimer tout ce gaz jusqu'à le convertir en un point infiniment dense. Si la gravité gagnait la bataille ne serait-ce qu'une microseconde, l'étoile commencerait à s'effondrer. Mais un effondrement gravitationnel n'est pas un processus doux. Quand la matière tombe vers le centre d'une étoile, elle chauffe, elle se comprime. Les réactions nucléaires s'accélèrent exponentiellement. Et soudain, tu as plus d'énergie qui essaie de s'échapper, pas moins. Le système surréagit. D'autre part, la pression de radiation veut disperser l'étoile. Elle veut projeter tout ce gaz vers l'espace extérieur. Si la radiation gagnait la bataille ne serait-ce qu'une microseconde, l'étoile commencerait à se dilater. Mais une expansion n'est pas non plus un processus doux. Quand le gaz se dilate, il refroidit. Les réactions nucléaires ralentissent. Et soudain, tu as moins d'énergie qui essaie de s'échapper. Le système surréagit à nouveau. Chaque étoile vit en oscillant perpétuellement entre ces deux extrêmes. Il n'y a jamais de véritable équilibre. Il y a une danse chaotique qui semble être un équilibre quand on l'observe de loin, mais qui, vu de près, révèle un système perpétuellement au bord de l'effondrement ou de l'explosion. Les étoiles ne sont pas des objets stables, ce sont des systèmes critiquement instables qui ont trouvé une façon de canaliser leur instabilité vers un cycle qui peut se maintenir pendant des milliards d'années. Et c'est là que l'histoire officielle s'effondre complètement. Car si chaque étoile est perpétuellement au bord du désastre, alors la question n'est pas pourquoi certaines étoiles explosent. La question est pourquoi elles n'explosent pas toutes en même temps. Pourquoi n'y a-t-il pas eu un moment dans l'histoire de l'univers où une perturbation cosmique a déstabilisé toutes les étoiles simultanément ? Pourquoi l'univers ne s'est-il pas autodétruit il y a des milliards d'années dans une cascade de supernovas synchronisées ?
La gravité est la réponse, mais pas de la manière simple qu'on nous a enseignée. La gravité ne fait pas que maintenir les étoiles unies. La gravité les isole les unes des autres. La gravité crée des bulles d'influence autour de chaque étoile. Des bulles qui empêchent le destin de l'une d'affecter directement le destin des autres. La gravité est le gardien silencieux qui maintient séparées les bombes cosmiques, s'assurant que quand l'une finit par exploser, les autres restent intactes. L'univers, vu ainsi, n'est pas une collection d'étoiles flottant dans le vide. C'est un arsenal nucléaire distribué où chaque arme possède son propre système de sécurité indépendant. Et ce système de sécurité est la gravité locale de chaque étoile. La gravité de notre Soleil n'a aucune relation significative avec la gravité de l'étoile la plus proche. Chaque étoile livre sa propre bataille interne. Chaque étoile est seule dans sa lutte pour exister. C'est la vérité que les manuels scolaires omettent. Les étoiles ne sont pas des objets passifs attendant de consumer leur combustible. Ce sont des gladiateurs piégés dans une arène où la seule option est de continuer à se battre ou mourir. Et chacune se bat seule. Le voyage ne fait que commencer. Car maintenant tu dois comprendre ce qui se passe réellement au cœur de ces batailles. Tu dois voir la guerre de l'intérieur. Le noyau d'une étoile est l'endroit le plus extrême qui existe dans l'univers ordinaire. Je dis ordinaire parce qu'il existe des endroits encore plus extrêmes. Les trous noirs, les étoiles à neutrons. Mais ce sont des cadavres stellaires, des restes de ce qui fut autrefois des étoiles vivantes. Le noyau d'une étoile active est différent. C'est un enfer contrôlé, un chaos avec un but, un endroit où les lois de la physique s'étirent jusqu'à leurs limites sans jamais se rompre tout à fait. Prenons notre Soleil comme exemple, car c'est l'étoile que nous connaissons le mieux. Son noyau a un diamètre approximatif de 300 000 km. Cela signifie que 25 planètes Terre, alignées l'une à côté de l'autre, pourraient traverser cette région centrale. Mais cette comparaison est trop trompeuse, car elle suggère que le noyau solaire est simplement grand. Il n'est pas seulement grand, il est dense, incroyablement dense. Chaque centimètre cube de matière dans le noyau du Soleil pèse approximativement 150 grammes. Cela ne semble pas impressionnant jusqu'à ce que tu te rappelles que nous parlons de gaz. Du gaz d'hydrogène et d'hélium. Dans des conditions normales, un centimètre cube d'hydrogène pèse une fraction infime d'1 gramme. Dans le noyau solaire, ce même gaz a été comprimé jusqu'à atteindre des densités supérieures à celles du plomb solide. La température là-dessous atteint 15 millions de degrés Celsius. Ce nombre est si absurdement grand qu'il perd toute signification intuitive. Essayons de lui donner du contexte. La surface du Soleil, ce que nous voyons quand nous regardons vers le haut pendant la journée, a une température d'environ 5500 degrés Celsius. C'est déjà suffisant pour vaporiser n'importe quel matériau connu. Le tungstène, le métal avec le point de fusion le plus élevé, se transforme en gaz à 3400 degrés. À 5500 degrés, il n'existe aucun solide ni liquide possible, seulement du plasma ardent. Mais 5500 degrés, c'est la surface. Le noyau est presque 3000 fois plus chaud que cela. À 15 millions de degrés, les atomes cessent d'exister en tant qu'entité reconnaissable. Les électrons sont arrachés de leur noyau atomique par la pure violence thermique de l'environnement. Ce qui reste est une soupe de protons, de neutrons et d'électrons libres se déplaçant à des vitesses proches d'une fraction significative de la vitesse de la lumière. C'est dans cet enfer que se produit la fusion nucléaire. Le processus fondamental s'appelle la chaîne proton-proton. Deux protons, qui sont des noyaux d'hydrogène, entrent en collision entre eux avec une telle violence qu'ils surmontent leur répulsion électrique naturelle. Les protons ont une charge positive. Les charges positives se repoussent. Normalement, deux protons ne pourraient jamais s'approcher suffisamment pour se toucher, car leur répulsion électrique les maintiendrait séparés. Mais à 15 millions de degrés, les vitesses sont si extrêmes que certains protons réussissent à surmonter cette barrière de répulsion grâce à un phénomène quantique appelé effet tunnel. Ils traversent la barrière impossible, comme des fantômes traversant les murs. Quand deux protons finissent par fusionner, plusieurs choses se produisent simultanément. L'un des protons se convertit en neutron par une transformation appelée désintégration bêta-positive. Un positron est libéré, qui est l'antiparticule de l'électron, ainsi qu'un neutrino,
une particule fantomatique qui interagit à peine avec la matière. Le résultat est un noyau de deutérium, qui est un isotope lourd de l'hydrogène composé d'un proton et d'un neutron. Ce processus est extraordinairement rare. Même dans les conditions infernales du noyau solaire, la probabilité que deux protons fusionnent avec succès est infime. Un proton individuel au centre du Soleil peut passer 1 milliard d'années avant de trouver un autre proton avec qui fusionner. 1 milliard d'années d'attente pour un seul événement de fusion. Mais le Soleil contient une quantité si monstrueuse de protons que même avec des probabilités si basses, des millions de billions de fusions se produisent chaque seconde. La chaîne continue. Le deutérium capture un autre proton et se convertit en hélium-3. Deux noyaux d'hélium-3 fusionnent pour former de l'hélium-4, libérant 2 protons dans le processus. Le résultat net est que 4 protons se sont convertis en un noyau d'hélium. 2 positrons, 2 neutrinos et une quantité précise d'énergie. Cette énergie est exactement égale à la différence de masse entre les 4 protons originaux et l'hélium résultant, multipliée par la vitesse de la lumière au carré. C'est l'équation d'Einstein se manifestant dans la réalité. Chaque seconde, le Soleil convertit approximativement 600 millions de tonnes d'hydrogène en 596 millions de tonnes d'hélium. Les 4 millions de tonnes manquantes se sont converties en énergie pure. Énergie qui finira par s'échapper du Soleil sous forme de lumière et de chaleur. Énergie qui 8 minutes plus tard illuminera la Terre. Énergie qui rend possible ton existence. Mais ici, surgit le problème central. Toute cette énergie est générée dans le noyau. Et l'énergie veut s'échapper. L'énergie coule toujours des régions de haute concentration vers les régions de basse concentration. C'est une loi fondamentale de la thermodynamique. Le noyau est rempli d'énergie. L'espace extérieur est vide et froid. L'énergie devrait jaillir vers l'extérieur instantanément. Si cela se produisait, le résultat serait catastrophique. Toute l'énergie accumulée dans le noyau se libérant d'un coup. Une explosion thermonucléaire à l'échelle stellaire. Le Soleil converti en une bombe sphérique d'1 400 000 km de diamètre. La Terre vaporisée en quelques secondes. Mais cela ne se produit pas. Et c'est là que la gravité entre en scène d'une manière qui est rarement expliquée correctement. La gravité ne fait pas que maintenir l'étoile unie. La gravité crée les conditions qui ralentissent l'échappement de l'énergie jusqu'à le rendre gérable. Elle le fait par la stratification des densités. Imagine le Soleil comme un oignon avec des couches. Le noyau est la couche la plus interne et la plus dense. Mais entourant le noyau, il y a une région appelée zone radiative, où la densité diminue graduellement mais reste énormément élevée. Et entourant la zone radiative, il y a une région appelée zone convective, où la densité est moindre, mais les mouvements turbulents du plasma compliquent l'échappement de l'énergie. Finalement, il y a la photosphère, la surface visible, d'où l'énergie s'échappe finalement vers l'espace. Un photon généré dans le noyau du Soleil ne s'envole pas directement vers la surface. Il ne le peut pas. Il y a trop de matière sur le chemin. Le photon parcourt à peine une fraction de millimètre avant de heurter une particule et d'être absorbé. Cette particule réémet le photon dans une direction aléatoire. Le nouveau photon parcourt une autre fraction de millimètre, heurte, est absorbé, réémis, et ainsi de suite. Des millions de fois. Ce processus s'appelle marche aléatoire ou random walk en terminologie technique. Le photon ne voyage pas en ligne droite vers la surface. Il zigzague chaotiquement, avançant et reculant, se déplaçant dans toutes les directions possibles. Le résultat est qu'un photon généré dans le noyau du Soleil met entre 100 000 et 200 000 ans pour atteindre la surface. 200 000 ans pour parcourir 700 000 km. Un escargot couvrirait cette distance plus rapidement s'il pouvait se déplacer en ligne droite. Cette lenteur est cruciale. Cette lenteur est ce qui sauve le Soleil d'exploser. L'énergie générée dans le noyau s'accumule momentanément. Oui, mais elle ne peut pas s'accumuler indéfiniment, car il y a toujours un flux constant qui s'échappe vers les couches extérieures. Le système atteint un équilibre dynamique. Le taux de génération d'énergie dans le noyau égale exactement le taux d'échappement d'énergie vers la surface. Il n'y a pas d'accumulation nette. Il n'y a pas de pression croissante qui finirait par faire éclater l'étoile. Et la gravité reste responsable de cette dynamique
car la gravité détermine la densité de chaque couche. Si la gravité était plus faible, l'étoile serait moins dense, les photons s'échapperaient plus vite. L'énergie se libérerait avec trop de rapidité. L'étoile se dilaterait violemment. Si la gravité était plus forte, l'étoile serait plus dense, les photons s'échapperaient plus lentement. L'énergie s'accumulerait dangereusement. Les réactions nucléaires s'accéléreraient et éventuellement, une détonation catastrophique se produirait. La gravité du Soleil a exactement l'intensité nécessaire pour maintenir exactement la bonne densité qui permet exactement le bon taux d'échappement d'énergie, qui équilibre exactement le taux de génération d'énergie. Cet équilibre n'a pas été conçu. Il a émergé naturellement des lois de la physique. Les étoiles qui ne remplissaient pas ces conditions n'ont tout simplement pas survécu. Celles que nous voyons aujourd'hui dans le ciel sont les gagnantes d'une loterie cosmique qui s'est déroulée il y a des milliards d'années. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Quelque chose qui connecte la physique nucléaire à la gravitation de manière qui révèle pourquoi les étoiles ne peuvent pas exploser toutes en même temps. Les réactions nucléaires qui se produisent dans le noyau d'une étoile sont incroyablement sensibles à la température. Le taux de fusion n'augmente pas linéairement avec la température. Il augmente exponentiellement. Une augmentation de température de 10% peut doubler ou tripler le taux de fusion. Cela crée un mécanisme de rétroaction extraordinairement puissant. Supposons que pour une raison quelconque, le taux de fusion dans le noyau augmente légèrement. Plus de fusion signifie plus d'énergie libérée. Plus d'énergie signifie plus de pression vers l'extérieur. Plus de pression vers l'extérieur signifie que le noyau se dilate légèrement. Mais une dilatation refroidit le gaz, et un gaz plus froid a un taux de fusion moindre. Par conséquent, la perturbation initiale s'autocorrige. Le système revient à l'équilibre. Le processus fonctionne aussi en sens inverse. Supposons que le taux de fusion diminue légèrement. Moins de fusion signifie moins d'énergie. Moins d'énergie signifie moins de pression vers l'extérieur. Moins de pression permet à la gravité de comprimer légèrement le noyau. Mais une compression chauffe le gaz. Et un gaz plus chaud a un taux de fusion plus élevé. Encore une fois, la perturbation s'autocorrige. Ce mécanisme s'appelle thermostat stellaire. Et il est absolument fondamental pour la stabilité des étoiles. Chaque étoile possède son propre thermostat calibré par sa propre gravité. La masse de l'étoile détermine sa gravité. Sa gravité détermine la pression nécessaire pour soutenir les couches extérieures. Cette pression détermine la température du noyau. Et cette température détermine le taux de fusion qui s'établit naturellement. Une étoile plus massive a plus de gravité. Elle a besoin de plus de pression pour se soutenir. Elle nécessite des températures plus élevées. Elle connaît une fusion plus rapide. Elle brille avec plus d'intensité. Et elle épuise son combustible en moins de temps. Une étoile moins massive a moins de gravité. Elle a besoin de moins de pression. Elle opère à des températures plus basses. Elle connaît une fusion plus lente. Elle brille faiblement. Et elle peut maintenir son combustible pendant des centaines de milliards d'années. Chaque étoile trouve son propre point d'équilibre. Et ce point d'équilibre est complètement déterminé par la masse initiale de l'étoile et par les lois de la physique qui gouvernent la fusion nucléaire et la gravitation. Cela explique finalement pourquoi les étoiles n'explosent pas toutes en même temps. Chaque étoile est un système thermodynamique indépendant avec son propre thermostat. L'explosion d'une étoile dans un coin de la galaxie n'a aucun effet sur le thermostat d'une autre étoile dans le coin opposé. Les perturbations ne se propagent pas. Les équilibres sont locaux. Les destins sont individuels. La gravité ne fait pas que soutenir chaque étoile. La gravité isole le destin de chaque étoile du destin des autres. Chaque soleil vit et meurt selon ses propres conditions, suivant une horloge cosmique calibrée exclusivement par sa propre masse. Mais le thermostat stellaire n'est pas parfait. Aucun système physique ne l'est. Et les imperfections du thermostat cosmique produisent certains des phénomènes les plus violents et spectaculaires de l'univers. Parlons d'abord des pulsations stellaires. Certaines étoiles, particulièrement celles qui sont à des stades avancés de leur évolution, n'arrivent pas à maintenir un équilibre stable. Leur thermostat oscille. La pression de radiation surpasse momentanément la gravité. L'étoile se dilate. En se dilatant, elle refroidit. La fusion diminue. La pression chute. La gravité prend l'avantage.
l'étoile se contracte. En se contractant, elle chauffe. La fusion augmente, la pression monte et le cycle se répète. Les étoiles céphéides sont l'exemple le plus célèbre de ce phénomène. Ces géantes jaunes pulsent avec des périodes extrêmement régulières qui vont de quelques jours à plusieurs semaines. Durant chaque cycle, leur luminosité peut varier jusqu'à un facteur de 2. Elles se dilatent et se contractent rythmiquement, comme des cœurs cosmiques battant dans l'obscurité de l'espace. Les céphéides furent cruciales pour l'histoire de l'astronomie. Henrietta Swan Leavitt découvrit au début du XXe siècle qu'il existe une relation précise entre la période de pulsation d'une céphéide et sa luminosité intrinsèque. Une céphéide qui pulse lentement est plus lumineuse qu'une qui pulse rapidement. Cette relation période-luminosité permit de calculer les distances à d'autres galaxies pour la première fois. Edwin Hubble utilisa les céphéides pour démontrer que la nébuleuse d'Andromède n'était pas partie de notre voie lactée, mais une galaxie séparée à des millions d'années-lumière de distance. L'univers devint soudainement énorme grâce à ces étoiles pulsantes. Mais les céphéides ne sont pas les seules étoiles instables. Il existe les Mira, des géantes rouges qui varient leur luminosité par des facteurs de centaines durant des cycles de mois ou d'années. Il existe les R Lyrae, des étoiles vieilles et pauvres en métaux qui pulsent avec des périodes de quelques heures. Il existe les variables cataclysmiques où une naine blanche vole du matériel à une compagne et subit des éruptions thermonucléaires périodiques à sa surface. Chaque type de variable représente un mode différent de défaillance partielle du thermostat stellaire. Aucune de ces étoiles n'a complètement perdu son équilibre. Elles continuent d'exister. Elles continuent de briller, mais leurs thermostats sont déréglés. Elles oscillent perpétuellement, cherchant un équilibre qu'elles n'atteignent jamais tout à fait. Et puis, il y a les cas extrêmes. Les étoiles où le thermostat échoue complètement. Les supernovas. Une supernova se produit quand une étoile perd la bataille contre la gravité de manière soudaine et irréversible. Le mécanisme exact dépend du type d'étoile, mais le résultat est toujours le même. Une explosion d'une magnitude incompréhensible qui peut brièvement éclipser une galaxie entière. Les supernovas de type 2 se produisent dans des étoiles massives qui ont épuisé leur combustible nucléaire. Durant la vie normale d'une étoile massive, la fusion de l'hydrogène en hélium soutient le noyau contre l'effondrement gravitationnel. Quand l'hydrogène central s'épuise, le noyau se contracte jusqu'à atteindre des températures suffisantes pour fusionner l'hélium en carbone et oxygène. Quand l'hélium s'épuise, le noyau se contracte à nouveau jusqu'à pouvoir fusionner le carbone en éléments plus lourds, et ainsi de suite. Une étoile massive passe par de multiples phases de fusion, construisant des couches d'éléments de plus en plus lourds autour d'un noyau de plus en plus dense. L'hydrogène dans la couche extérieure, puis l'hélium, puis le carbone, puis l'oxygène, puis le néon, puis le silicium, et finalement, au centre même, le fer. C'est là que tout s'effondre, car le fer est différent de tous les éléments précédents. Fusionner l'hydrogène en hélium libère de l'énergie. Fusionner l'hélium en carbone libère de l'énergie. Fusionner le carbone en oxygène libère de l'énergie. Chaque étape de la chaîne nucléaire est exothermique, produisant plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Mais fusionner le fer en éléments plus lourds ne libère pas d'énergie. Cela en consomme. C'est un processus endothermique. Une étoile qui a accumulé un noyau de fer se trouve dans une impasse thermonucléaire. Elle ne peut pas fusionner le fer pour générer de l'énergie. Mais elle ne peut pas non plus maintenir le noyau chaud indéfiniment sans fusion. Le thermostat a cessé de fonctionner. Il n'y a pas de mécanisme de rétroaction qui puisse sauver cette étoile. Le noyau de fer commence à s'effondrer sous sa propre gravité. Et il le fait avec une vitesse terrifiante. La chute libre gravitationnelle comprime le noyau d'une étoile de 20 masses solaires en quelques secondes. Pas des minutes, pas des heures, des secondes. Une masse équivalente à plusieurs soleils se comprimant à des vitesses de dizaines de milliers de kilomètres par seconde. La matière atteint des densités nucléaires. Les électrons sont forcés à fusionner avec les protons pour former des neutrons. Cela libère une avalanche de neutrinos qui s'échappent du noyau à la vitesse de la lumière, emportant avec eux une quantité kolossale d'énergie. Le noyau se transforme en une sphère de neutrons purs, une proto-étoile à neutrons, avec un diamètre de seulement 20 ou 30 km,
mais avec la masse d'un ou deux soleils. Les couches extérieures de l'étoile sont encore en train de tomber vers l'intérieur. Elles ne savent pas que le noyau s'est effondré. L'information voyage à la vitesse du son dans le plasma stellaire, qui est bien plus lente que la vitesse d'effondrement. Les couches extérieures continuent de se précipiter vers un centre qui n'existe plus de la même forme. Quand ces couches frappent la surface ultra compacte de l'étoile à neutrons naissante, elles rebondissent. La collision est si violente qu'elle génère une onde de choc qui voyage vers l'extérieur. Cette onde de choc, énergisée par les neutrinos qui continuent de s'échapper du noyau, accélère jusqu'à atteindre des vitesses de dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Quand l'onde atteint la surface de l'étoile explose. L'explosion d'une supernova de type 2 libère approximativement 10 à la puissance 46 joules d'énergie. Ce nombre ne signifie rien pour l'esprit humain. Essayons de le traduire. Le Soleil libère approximativement 4 fois 10 à la puissance 26 watts de puissance. Si nous multiplions par une année en secondes, le Soleil libère approximativement 10 à la puissance 34 joules d'énergie annuellement. Une supernova libère en quelques secondes l'énergie que le Soleil libérerait en 10 milliards d'années. 1 billion de fois plus d'énergie que toute la vie stellaire de notre Soleil concentrée en un instant. La matière expulsée par la supernova voyage à des vitesses de 30 000 km par seconde ou plus. Cette matière contient tous les éléments forgés durant la vie de l'étoile, plus des éléments nouveaux créés durant l'explosion elle-même. L'or, le platine, l'uranium. Tous les éléments plus lourds que le fer furent formés exclusivement dans des explosions de supernova ou dans des collisions d'étoiles à neutrons. Chaque atome d'or dans chaque alliance de ce monde fut créé dans un cataclysme cosmique il y a des milliards d'années. Et pourtant, malgré toute cette violence, les supernovas ne déclenchèrent pas d'explosion en chaîne. Une supernova dans le bras de Persée de notre galaxie ne cause pas qu'une autre étoile dans le bras du Sagittaire explose aussi. Chaque supernova est un événement isolé. Chaque effondrement est indépendant. Cela semble contre-intuitif. Une supernova proche devrait perturber d'autres étoiles. L'onde de choc qui étend le Rayman de supernova devrait comprimer les nuages de gaz proches. La radiation intense devrait chauffer les photosphères des étoiles voisines. Quelque chose devrait se propager. Et en effet, certaines choses se propagent. Une supernova proche peut comprimer un nuage de gaz moléculaire jusqu'au point d'initier la formation de nouvelles étoiles. On croit que notre propre système solaire s'est formé partiellement grâce à l'onde de choc d'une supernova proche, il y a 4 milliards 600 millions d'années. Les supernovas peuvent déclencher des naissances stellaires. Mais elles ne peuvent pas déclencher des morts stellaires. Elles ne peuvent pas faire exploser d'autres étoiles avant leur temps. Et la raison revient à la gravité individuelle de chaque étoile. Une supernova typique expulse du matériel qui finit par se disperser dans un volume de dizaines d'années-lumière de diamètre. Cela semble impressionnant jusqu'à ce que tu considères les échelles impliquées. L'étoile la plus proche du Soleil est à 4 années-lumière de distance. La plupart des étoiles de notre galaxie sont séparées par des distances similaires ou plus grandes. Le temps que le Rayman d'une supernova atteigne une autre étoile, sa densité aurait tellement diminué qu'elle serait comparable au vide interplanétaire ordinaire. La radiation d'une supernova proche pourrait baigner une autre étoile pendant des jours ou des semaines. Mais cette radiation n'affecte que les couches les plus externes de l'étoile réceptrice. Le noyau stellaire, où se produit la fusion, est protégé par des centaines de milliers de kilomètres de gaz opaque. Aucune perturbation externe ne peut pénétrer jusqu'au noyau dans des échelles de temps pertinentes. Le thermostat stellaire opère au cœur de l'étoile, blindé contre toute influence extérieure par la masse colossale de l'étoile elle-même. Et ici, apparaît à nouveau la gravité comme protectrice cosmique. La gravité d'une étoile ne fait pas que maintenir son noyau comprimé aux températures nécessaires pour la fusion. Elle maintient aussi ce noyau isolé de l'extérieur. Les perturbations externes sont absorbées par les couches intermédiaires avant de pouvoir affecter le mécanisme central de génération d'énergie. Une étoile est une forteresse gravitationnelle. Son noyau est le réduit le plus protégé de l'univers ordinaire. Des milliers de kilomètres de plasma ardent servent de muraille contre toute attaque externe.
Aucune supernova ne peut conquérir cette forteresse tant que l'étoile maintient son intégrité structurelle basique. Les seules forces qui peuvent altérer le fonctionnement du noyau stellaire sont des forces internes. L'épuisement du combustible nucléaire. L'accumulation de cendres d'hélium qui empoisonnent graduellement les réactions de fusion. La construction lente d'un noyau de fer dans les étoiles les plus massives. Ces processus prennent des millions ou des milliards d'années. Ils sont inévitables mais lents. Chaque étoile suit son propre calendrier vers la mort, un calendrier déterminé exclusivement par sa masse initiale. La gravité dicte ce calendrier. La gravité isole chaque calendrier de celui des autres étoiles. La gravité garantit que l'univers n'expérimentera jamais un apocalypse stellaire synchronisé. Mais il existe une autre dimension de cette histoire que nous devons explorer, car jusqu'ici, nous avons parlé d'étoiles individuelles. L'univers réel contient quelque chose de plus. Il contient des systèmes binaires, des amas stellaires, des galaxies entières où des millions d'étoiles interagissent gravitationnellement. La gravité collective pourrait-elle déstabiliser cet ordre ? Les systèmes stellaires binaires sont extraordinairement communs. Approximativement la moitié de toutes les étoiles que nous observons font partie de systèmes où 2 étoiles ou plus orbitent autour d'un centre de masse commun. Notre Soleil est une exception, une étoile solitaire errant dans la galaxie sans compagne permanente. Mais des étoiles comme Sirius, Alpha du Centaure et Polaris sont des systèmes binaires ou multiples, où plusieurs étoiles dansent gravitationnellement les unes autour des autres pendant des milliards d'années. Dans ces systèmes, la gravité d'une étoile affecte directement sa compagne. Les forces de marée déforment les atmosphères stellaires. Le transfert de masse peut se produire quand une étoile se dilate jusqu'à déborder de son lobe de roche, la région où sa gravité domine sur celle de sa compagne. Et quand l'une des étoiles meurt, le cadavre peut interagir avec la survivante de manières explosives. Les novas sont un exemple parfait de cette interaction binaire destructrice. Dans un système binaire typique producteur de novas, une naine blanche orbite très près d'une étoile géante rouge. La naine blanche est le noyau effondré d'une étoile qui a épuisé son combustible il y a longtemps. Elle est incroyablement dense, avec une masse comparable à celle du Soleil comprimée dans un volume de la taille de la Terre. Sa gravité de surface est immense. La géante rouge, compagne, est dans une phase d'expansion. Ses couches extérieures se sont gonflées jusqu'à atteindre des dimensions énormes. Et une partie de ce matériel gonflé tombe sous l'influence gravitationnelle de la naine blanche proche. Un flux constant d'hydrogène riche en gaz coule de la géante vers la naine, s'accumulant à la surface de cette dernière. La surface d'une naine blanche est un endroit extrême. La gravité comprime l'hydrogène accumulé jusqu'à des densités très élevées. La température augmente graduellement. Éventuellement, les conditions deviennent appropriées pour une fusion nucléaire incontrôlée. Mais contrairement au noyau d'une étoile normale, ici, il n'y a pas de thermostat. Il n'y a pas de mécanisme de rétroaction qui régule la réaction. L'hydrogène accumulé explose dans une déflagration thermonucléaire qui balaie la surface de la naine blanche. L'explosion d'une nova peut augmenter la luminosité du système par des facteurs de dizaines de milliers pendant des jours ou des semaines. Puis, la naine blanche revient au calme. Le transfert de masse continue. L'hydrogène s'accumule à nouveau. Et des décennies ou des siècles plus tard, une autre nova explose. Le cycle peut se répéter des centaines de fois pendant la vie du système binaire. Mais les novas ne détruisent pas la naine blanche. Elles ne brûlent que le matériel accumulé à sa surface. Le noyau de carbone et d'oxygène reste intact. La compagne géante rouge ne souffre pas non plus de dommages significatifs. Elle perd de la masse graduellement, mais cette perte se serait produite de toute façon à travers des vents stellaires ordinaires. Les novas sont spectaculaires, mais pas catastrophiques. Les supernovas de type 1A sont une histoire différente. Elles se produisent dans des systèmes binaires similaires, mais avec une différence critique. La naine blanche n'explose pas le matériel à sa surface périodiquement. Au lieu de cela, elle retient l'hydrogène accumulé et le fusionne graduellement en hélium, et l'hélium en carbone et oxygène, ajoutant cette masse à son noyau. Les naines blanches ont une limite de masse maximale, appelée limite de Chandrasekhar, approximativement 1,4 masse solaire. Au-dessus de cette limite,
la pression de dégénérescence électronique qui soutient la naine blanche contre l'effondrement gravitationnel cesse d'être suffisante. La naine blanche dans un système binaire actif gagne de la masse graduellement jusqu'à s'approcher de cette limite critique. Quand la masse de la naine blanche s'approche de la limite de Chandrasekhar, quelque chose d'extraordinaire se produit dans son noyau. La densité augmente, la température augmente. Et soudain, les conditions deviennent appropriées pour la fusion du carbone. Mais le carbone dans le noyau d'une naine blanche ne peut pas fusionner de manière contrôlée. Il n'y a pas de thermostat. Le matériel est soutenu par une pression de dégénérescence, qui ne répond pas au changement de température, comme le fait le gaz ordinaire. La fusion du carbone s'initie en quelques points du noyau et se propage vers l'extérieur comme une flamme thermonucléaire. La température augmente explosivement. La vitesse de fusion augmente exponentiellement avec la température. Plus de fusion signifie plus de température signifie plus de fusion. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de contrôle. En quelques secondes, tout le carbone et l'oxygène de la naine blanche, approximativement une masse solaire de matériel, fusionnent violemment. L'énergie libérée est suffisante pour désintégrer complètement la naine blanche. Il ne reste pas d'étoile à neutrons, il ne reste pas de trou noir. Il ne reste rien excepté un nuage de débris s'étendant à des vitesses de 20 000 km par seconde et rayonnant la lumière de milliards de soleils. Les supernovas de type 1A sont des événements de destruction totale. La naine blanche s'annihile elle-même. Et souvent, sa compagne souffre aussi de dommages catastrophiques. L'onde de choc de l'explosion peut arracher des couches entières de l'atmosphère de la géante rouge. La radiation intense peut ioniser et échauffer ce qui reste. Dans certains cas, la compagne est lancée vers l'extérieur à des vitesses de centaines de kilomètres par seconde, devenant une étoile hyper véloce qui s'échappera de la galaxie. Mais même ici, l'explosion ne se propage pas plus loin. Une supernova de type 1A dans un système binaire ne peut pas causer une autre supernova de type 1A dans un système binaire voisin. Les distances entre les systèmes stellaires sont trop grandes. Les perturbations se diluent dans le vide. Chaque système binaire est un univers en miniature, où la mort d'une étoile affecte sa compagne immédiate mais personne d'autre. Les amas globulaires représentent des environnements stellaires beaucoup plus denses. Ces collections sphériques de centaines de milliers d'étoiles anciennes orbitent les halos des galaxies. Les étoiles dans les noyaux des amas globulaires sont séparées par des distances 100 fois moindres que les étoiles dans le voisinage solaire. Les interactions gravitationnelles sont fréquentes. Les rencontres rapprochées se produisent régulièrement. On pourrait s'attendre à ce que les amas globulaires soient des endroits où les explosions stellaires se propagent. Un environnement si dense, avec tant d'étoiles si proches les unes des autres, semblerait le candidat parfait pour une réaction en chaîne de supernova. Une étoile explose, perturbe ses voisines, certaines d'entre elles explosent aussi, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'amas entier se désintègre dans un enfer de radiation et de débris. Mais cela ne se produit pas. Cela ne s'est jamais produit. Aucun amas globulaire n'a été observé subissant une cascade de supernovas. Et la raison est double. Premièrement, les étoiles dans les amas globulaires sont vieilles. Elles ont 10 milliards d'années ou plus. Toutes les étoiles massives qui auraient pu produire des supernovas de type 2 ont déjà explosé il y a des éons. Ce qui reste, ce sont des étoiles de faible masse qui évoluent lentement. Des naines rouges et des naines oranges qui vivront des centaines de milliards d'années avant d'épuiser leur combustible. Deuxièmement, même si une supernova se produisait dans un amas globulaire, les distances restent énormes en termes humains, bien que petites en termes cosmiques. Les étoiles dans le noyau d'un amas typique sont séparées par des fractions d'années-lumière. Une supernova à cette distance baignerait les étoiles voisines de radiation intense, mais ne pénétrerait pas jusqu'à leur noyau. Le thermostat stellaire de chaque étoile continuerait de fonctionner indépendamment. Les galaxies sont le niveau suivant d'organisation. 100 milliards d'étoiles ou plus dans chacune, organisées en disques spiraux ou en ellipsoïdes amorphes, tournant lentement autour de centres galactiques où guettent des trous noirs supermassifs. À cette échelle, les supernovas sont des événements fréquents. Dans une galaxie typique comme la Voie lactée ou la Voie lactée, il se produit approximativement 2 supernovas par siècle. Cela signifie que durant la vie de notre galaxie, des milliards de supernovas se sont produites.
Chacune d'elles a enrichi le milieu interstellaire en éléments lourds. Chacune a comprimé des nuages de gaz déclenchant la formation stellaire. Chacune a laissé un rémanent, une étoile à neutrons ou un trou noir, qui reste errant dans la galaxie. Et pourtant, toutes ces supernovas ont été des événements indépendants. Aucune n'a déclenché de cascade. Aucune n'a provoqué la destruction synchronisée de multiples étoiles. La galaxie absorbe ces explosions comme un océan absorbe les gouttes de pluie. Chaque goutte crée des ondulations locales, mais l'océan reste fondamentalement inchangé. La gravité à l'échelle galactique organise les étoiles en structures cohérentes. Les bras spiraux, les amas ouverts, le halo stellaire, tous sont des produits de l'interaction gravitationnelle collective de milliards de corps. Mais cette gravité galactique est douce et diffuse. Elle agit sur des échelles de dizaines de milliers d'années-lumière. Elle ne peut pas synchroniser les morts stellaires individuelles parce que chaque mort stellaire se produit à une échelle de kilomètres, pas d'années-lumière. Le paradoxe est profond. La gravité qui maintient la galaxie unie est la même force fondamentale qui maintient chaque étoile individuelle unie. Mais elle opère dans des régimes si différents, avec des intensités si distinctes, que les deux niveaux sont effectivement découplés. Ce qui se passe à l'intérieur d'une étoile n'affecte pas la galaxie. Ce qui se passe dans la galaxie n'affecte pas ce qui se passe à l'intérieur d'une étoile. Ce découplage des échelles est la raison ultime pour laquelle l'univers peut contenir des billions d'étoiles sans exploser simultanément. Chaque étoile est une île gravitationnelle. Chaque île suit ses propres règles. Les îles peuvent interagir doucement par des forces de marée et de la radiation. Mais elles ne peuvent pas pénétrer les murs gravitationnels qui protègent les noyaux stellaires. Et ces protections gravitationnelles sont exactement aussi fortes qu'elles doivent l'être. Non pas par conception intelligente, mais par sélection naturelle cosmique. Les univers où les constantes physiques produiraient des protections plus faibles auraient subi des cascades d'explosions stellaires qui auraient empêché la formation de planètes, l'évolution de la vie, l'émergence d'observateurs qui se demandent pourquoi les étoiles n'explosent pas toutes en même temps. Nous existons parce que la gravité fonctionne exactement comme elle fonctionne. Et la gravité fonctionne exactement comme elle fonctionne, parce que si elle fonctionnait autrement, nous ne serions pas là pour le remarquer. Mais cette protection gravitationnelle n'est pas éternelle. Elle a des limites, et ces limites nous amènent à considérer les événements les plus violents qui puissent se produire dans l'univers. Il existe un événement cosmique qui défie même la protection gravitationnelle des étoiles individuelles. Il s'appelle sursaut gamma. Et pendant quelques secondes, il peut émettre plus d'énergie que toutes les étoiles d'une galaxie combinée. Les sursauts gamma furent découverts accidentellement en 1967 par des satellites militaires américains conçus pour détecter des essais nucléaires soviétiques dans l'espace. Les satellites Vela captèrent des éclairs de rayons gamma qui ne provenaient clairement ni de la Terre ni du Soleil. Pendant des décennies, personne ne sut ce qu'ils étaient. Leur origine fut l'un des mystères les plus profonds de l'astrophysique du XXe siècle. Nous savons maintenant que les sursauts gamma se divisent en deux catégories principales. Les sursauts longs, qui durent plus de 2 secondes, sont produits par l'effondrement d'étoiles supergéantes extrêmement massives. Les sursauts courts, qui durent moins de 2 secondes, sont produits par la fusion de 2 étoiles à neutrons ou d'une étoile à neutrons avec un trou noir. Un sursaut gamma long se produit quand une étoile d'au moins 25 ou 30 masses solaires s'effondre sur elle-même. Mais elle ne s'effondre pas simplement pour former une étoile à neutrons comme dans une supernova ordinaire. La masse est trop grande. Le noyau s'effondre directement jusqu'à former un trou noir. Et tandis que le trou noir dévore le matériel qui tombe vers lui, il génère des jets de plasma à des vitesses ultra-relativistes qui percent l'étoile mourante et s'échappent vers l'espace. Ces jets sont concentrés dans des cônes étroits. Si la Terre est alignée avec l'un de ces cônes, nous voyons le sursaut gamma dans toute sa gloire terrifiante. Un éclair qui, pendant des secondes ou des minutes, émet l'énergie équivalente à celle que notre Soleil libérera durant toute sa vie de 10 milliards d'années. La radiation d'un sursaut gamma proche serait létale pour n'importe quelle planète dans un rayon de milliers d'années-lumière. Les rayons gamma ioniseraient l'atmosphère. Ils détruiraient la couche d'ozone. Des pluies de particules secondaires bombarderaient la surface.
la vie complexe serait anéantie. Certains scientifiques ont proposé que des extinctions massives dans l'histoire de la Terre, y compris la grande extinction de l'Ordovicien il y a 440 millions d'années, pourraient avoir été causées par des sursauts gamma proches. Il n'y a pas de preuve directe de cela, mais il n'y a pas non plus moyen de l'écarter. Un sursaut gamma ne laisse pas de cratère comme un astéroïde. Il ne laisse que la mort silencieuse. Mais même les sursauts gamma, avec toute leur puissance apocalyptique, ne peuvent même pas déclencher d'explosions stellaires en chaîne. La radiation qu'ils émettent est immensément intense, mais elle est concentrée en photons de haute énergie. Ces photons peuvent nous détruire des molécules organiques, ioniser des atmosphères planétaires, tuer des êtres vivants. Ils ne peuvent pas pénétrer jusqu'au noyau d'une étoile et déstabiliser son thermostat nucléaire. Une étoile baignée par un sursaut gamma souffrirait d'effets dans sa photosphère. Les couches les plus externes se réchaufferaient violemment. Il pourrait y avoir des éjections de masse coronale et des tempêtes de radiation. Mais 700 000 km plus bas, dans le noyau, la fusion de l'hydrogène continuerait sans changement. Le thermostat continuerait de fonctionner, la gravité continuerait de protéger le cœur de l'étoile. Cette résilience stellaire a des implications profondes pour notre compréhension de l'habitabilité de l'univers. Les sursauts gamma sont des stérilisateurs de planètes, pas d'étoiles. Un sursaut proche pourrait éliminer toute la vie complexe dans un système planétaire, mais laisserait l'étoile centrale complètement intacte. Des millions d'années après la catastrophe, de nouvelles planètes pourraient se former à partir des débris. Une nouvelle vie pourrait évoluer. Le cycle recommencerait. Les étoiles sont pratiquement indestructibles de l'extérieur. Elles ne peuvent être détruites que de l'intérieur, par l'épuisement de leur propre combustible ou par des processus internes qui déstabilisent leur équilibre gravitationnel. Cette asymétrie entre la fragilité des planètes et la robustesse des étoiles pose des questions inquiétantes sur notre position dans le cosmos. Nous vivons sur une planète qui peut être stérilisée par des événements cosmiques qui n'affecteraient même pas significativement le Soleil. Nous sommes des créatures superficielles dans le sens le plus littéral. Nous dépendons de conditions qui n'existent que dans une couche infinitésimalement mince à la surface d'un monde qui flotte dans un océan de radiation hostile. Le Soleil, pour sa part, continuera de briller pendant des milliards d'années, peu importe ce qui arrive à la Terre. Si un astéroïde géant impactait notre planète demain, le Soleil ne le remarquerait même pas. Si un sursaut gamma stérilisait tout le système solaire, le Soleil continuerait de fusionner l'hydrogène comme si rien ne s'était passé. Notre existence est complètement non pertinente pour les processus qui maintiennent notre étoile en vie. Cette non-pertinence peut sembler déprimante, mais elle est aussi libératrice. Elle signifie que nous n'avons pas de responsabilité sur le fonctionnement du Soleil. Nous ne pouvons pas le détériorer. Nous ne pouvons pas l'améliorer. Nous ne pouvons absolument rien faire qui affecte les réactions nucléaires qui se produisent à 150 millions de kilomètres de distance. Le Soleil est autonome d'une manière qu'aucune machine humaine n'a jamais été autonome. Et tous les soleils de l'univers sont également autonomes les uns des autres. Chacun opère selon ses propres conditions internes, suivant un destin dicté exclusivement par sa masse initiale et par les lois de la physique. Cette autonomie universelle est la raison pour laquelle le ciel nocturne reste plein d'étoiles après 13 milliards 800 millions d'années d'histoire cosmique. Si les étoiles n'étaient pas autonomes, si le destin de l'une pouvait affecter le destin des autres, alors des cascades d'explosions se seraient produites répétitivement. Des régions entières de galaxies se seraient converties en déserts stellaires. La formation de nouvelles étoiles aurait été interrompue par la radiation des supernovas en chaîne. Les planètes n'auraient jamais eu le temps de se former avant d'être détruites. L'autonomie stellaire est une condition nécessaire pour l'existence de vie complexe dans l'univers. Sans elle, nous n'aurions pas eu les milliards d'années de stabilité nécessaires pour que l'évolution produise des cerveaux capables de contempler les étoiles et de se demander pourquoi elles n'explosent pas toutes en même temps. Mais l'autonomie ne signifie pas l'éternité. Chaque étoile autonome suit un chemin vers la mort. Certaines meurent dans des explosions cataclysmiques, d'autres meurent dans des soupirs lents, se refroidissant graduellement pendant des billions d'années. Mais toutes meurent éventuellement. L'univers est peuplé d'étoiles de différents âges,
différentes masses, différents états évolutifs. Certaines sont nées récemment, il y a à peine quelques millions d'années, et brilleront pendant des éons. D'autres sont nées il y a des milliards d'années et ont déjà atteint des stades terminaux de leur existence. Cette diversité de calendriers est une autre conséquence de l'autonomie gravitationnelle. Si toutes les étoiles étaient nées en même temps, elles auraient évolué au même rythme selon leur masse, mais il n'y aurait eu qu'une seule génération stellaire. Les plus massives auraient explosé il y a longtemps. Les moins massives continueraient de briller, mais sans renouvellement. L'univers serait un endroit plus simple et monotone. La réalité est plus riche, parce que la formation stellaire est un processus continu. De nouvelles étoiles naissent constamment à partir de nuages de gaz enrichis par les explosions de générations précédentes. La mort de certaines étoiles alimente la naissance d'autres. Et chaque nouvelle génération est gravitationnellement autonome depuis le moment de sa formation. Ce cycle de mort et de renaissance stellaire est le battement de cœur de l'univers. Les galaxies sont des organismes vivants dans un sens métaphorique mais profond. Elles métabolisent l'hydrogène primordial en le convertissant en éléments lourds. Elles expulsent ces éléments dans le milieu interstellaire par des vents stellaires et des supernovas. Elles incorporent ces éléments dans de nouvelles étoiles et planètes. Le processus continue tant qu'il reste du gaz à consommer. Mais le gaz n'est pas infini. Les galaxies finissent par épuiser leurs réserves. La formation stellaire diminue graduellement. Les étoiles existantes meurent une à une, chacune selon son propre calendrier autonome. Et éventuellement, dans un futur si lointain qu'il défie toute compréhension, les dernières étoiles s'éteindront. Ce futur lointain est le sujet que nous devons confronter maintenant. Car la question de pourquoi les étoiles n'explosent pas toutes en même temps a un corollaire perturbant. Si les étoiles n'explosent pas toutes en même temps, alors elles s'éteindront toutes éventuellement, une par une, laissant un univers complètement obscur. Et cet univers obscur n'est pas de la science-fiction, c'est le destin inévitable dicté par les lois de la thermodynamique. La gravité qui aujourd'hui maintient les étoiles en vie présidera un jour à leur extinction finale. L'humanité existe dans un moment spécial de l'histoire cosmique, un moment où il y a encore des étoiles qui brillent, où il y a encore de la lumière et de la chaleur, où la complexité et la vie sont encore possibles. Ce moment était extraordinairement bref comparé à l'obscurité éternelle qui finira par régner. Nous sommes témoins d'un âge d'or cosmique qui ne durera pas éternellement. Les étoiles que nous contemplons cette nuit ne sont pas éternelles. Ce sont des flammes temporaires dans un univers qui tend vers le froid et l'obscurité. Et la gravité, qui aujourd'hui les maintient allumées, est la même force qui un jour les éteindra définitivement quand elles épuiseront le combustible que leur propre compression gravitationnelle les a obligées à fusionner. Cette perspective existentielle est peut-être le mystère le plus profond qui émerge de notre question initiale. Ce n'est pas seulement de la physique, c'est de la philosophie. C'est la confrontation d'êtres temporels avec un cosmos qui opère sur des échelles de temps incompréhensibles. Nous avons voyagé depuis le cœur des étoiles jusqu'aux confins du temps. Nous avons vu la guerre perpétuelle entre la gravité et la radiation qui maintient les soleils en vie. Nous avons contemplé les forteresses gravitationnelles qui protègent chaque noyau stellaire des perturbations externes. Nous avons confronté la violence des supernovas et des sursauts gamma. Et nous avons entrevu le destin final, qui attend toute lumière dans l'univers. La question originale était simple. Pourquoi la gravité empêche-t-elle les étoiles d'exploser toutes en même temps ? Mais la réponse nous a emmenés vers des territoires qui vont bien au-delà de la mécanique céleste. La gravité n'est pas seulement une force qui attire les masses entre elles, c'est l'architecte du cosmos. C'est la force qui effondre les nuages de gaz pour former des étoiles. C'est la force qui comprime les noyaux stellaires jusqu'à atteindre des températures de fusion. C'est la force qui régule le taux d'échappement de l'énergie depuis ces noyaux. C'est la force qui crée le thermostat qui maintient chaque étoile stable pendant des milliards d'années. Mais la gravité est aussi l'isolant du cosmos. Chaque étoile est piégée dans son propre puits gravitationnel. Les perturbations externes ne peuvent pas atteindre le noyau parce qu'elles doivent traverser des centaines de milliers de kilomètres de matière contrôlée gravitationnellement. Le destin de chaque étoile est scellé depuis sa naissance par sa masse initiale.
et aucun événement externe ne peut altérer significativement ce destin. Ce double rôle de la gravité, comme moteur et comme isolant, est la réponse fondamentale à notre question. Les étoiles n'explosent pas toutes en même temps, parce que chacune possède son propre moteur gravitationnel et son propre isolement gravitationnel. Ce sont des systèmes indépendants, opérant selon des règles partagées, mais avec des calendriers individuels. L'indépendance stellaire a des conséquences profondes pour notre compréhension de la place de l'humanité dans l'univers. Nous vivons dans un cosmos où les désastres sont locaux. Les supernovas détruisent des régions limitées de l'espace. Les sursauts de gamma stérilisent en des volumes circonscrits. Mais la structure générale de l'univers, les galaxies pleines d'étoiles de tous les âges, reste intacte. Cette localisation du désastre est ce qui a permis à la vie d'exister. Si l'univers était un système couplé, où la mort de n'importe quelle étoile pouvait déclencher la mort d'autres, alors aucune région ne serait restée habitable pendant le temps nécessaire à l'évolution de la complexité. Nous avons besoin de stabilité pendant des milliards d'années pour exister. Et cette stabilité n'est possible que parce que la gravité isole les étoiles les unes des autres. Nous sommes les bénéficiaires d'un design cosmique qui n'a pas été conçu pour nous. Les lois de la physique qui permettent l'autonomie stellaire n'ont pas été créées avec la vie en tête. Elles sont simplement les lois qui existent. Et dans un univers gouverné par ces lois particulières, la vie complexe est possible. Dans des univers avec d'autres lois, peut-être ne le serait-elle pas. Cette réflexion nous amène au territoire du principe anthropique. Nous ne pouvons pas observer un univers où les étoiles explosent toutes en même temps parce que dans un tel univers, il n'y aurait pas d'observateurs. Notre existence même est la preuve que nous vivons dans un univers où la gravité fonctionne de la bonne manière pour permettre des étoiles stables pendant des milliards d'années. Mais cela ne signifie pas que notre univers est spécial ou unique. Peut-être existe-t-il des univers infinis avec différentes constantes physiques. Peut-être la majorité d'entre eux sont-ils stériles, incapables de produire de la vie. Et nous nous trouvons simplement dans l'un des rares univers habitables, non pas parce qu'il a été conçu pour nous, mais parce que seulement dans de tels univers peuvent exister des êtres qui se posent des questions. La gravité qui empêche les explosions stellaires simultanées est la même gravité qui nous maintient collés à cette petite planète rocheuse. C'est la même gravité qui maintient la Lune en orbite et produit les marées. C'est la même gravité qui gouverne le mouvement des galaxies et déterminera éventuellement le destin final du cosmos. Cette unité de la physique à travers toutes les échelles est l'une des découvertes les plus profondes de la science moderne. Les mêmes équations qui décrivent la chute d'une pomme décrivent la danse des galaxies. La même force qui t'empêche de flotter vers le plafond empêche les étoiles de se désintégrer instantanément. Nous vivons immergés dans un champ gravitationnel que nous ignorons normalement parce qu'il est constant et omniprésent. Mais ce champ est cousin germain des champs gravitationnels qui soutiennent chaque étoile de l'univers visible. Nous sommes connectés gravitationnellement à tout ce qui existe, bien que ces connexions soient infinitésimalement faibles à travers les distances cosmiques. La fragilité de l'existence humaine émerge clairement de cette perspective. Nous sommes des créatures de surface, dépendantes de conditions extrêmement spécifiques dans une mince couche d'atmosphère sur une petite planète orbitant une étoile ordinaire dans les faubourgs d'une galaxie typique. N'importe quelle perturbation significative de ces conditions serait létale pour nous. Mais les étoiles ne sont pas fragiles. Elles sont extraordinairement résilientes. Elles survivent des milliards d'années sous des conditions qui vaporiseraient n'importe quel monde solide. Elles absorbent des perturbations qui anéantiraient des civilisations entières, sans que leur noyau enregistre le moindre changement. Cette asymétrie entre la fragilité de la vie et la robustesse des étoiles est peut-être la leçon la plus importante que nous pouvons tirer de notre voyage. Les étoiles n'ont pas besoin de nous. Elles brilleront ou s'éteindront selon leur propre calendrier, peu importe ce que nous faisons ou ne faisons pas. Notre existence est un accident temporel dans un cosmos qui n'a pas été créé pour nous abriter et qui ne remarquera pas notre absence. Cela peut sembler nihiliste, mais cela peut aussi être vu comme libérateur. Si l'univers n'a pas l'obligation de prendre soin de nous, alors la responsabilité repose entièrement sur nous. Nous sommes les seuls gardiens de notre propre survie. Les étoiles ne nous sauveront pas. La gravité ne nous protégera pas. Seules nos propres actions détermineront si l'humanité survit ou périt. Les étoiles continueront de briller pendant des milliards d'années
après que la dernière créature consciente aura disparu de l'univers. Elles continueront de fusionner l'hydrogène en hélium selon les lois de la physique, complètement indifférentes au fait que quelqu'un observe ou non. Le spectacle cosmique n'a pas besoin d'audience, et pourtant, nous voici. Des créatures temporelles contemplant des feux éternels, des esprits finis essayant de comprendre des processus infinis. La contradiction est absurde et belle à la fois. La prochaine fois que tu regarderas le ciel nocturne, rappelle-toi ce que tu sais maintenant. Chaque point de lumière est une bataille entre la gravité et la radiation. Chaque étoile est un système autonome opérant selon son propre calendrier. Aucune d'entre elles n'explosera parce que sa voisine a explosé. Toutes continueront de briller indépendamment jusqu'à ce qu'arrive leur heure individuelle. Cet ordre cosmique, cette autonomie universelle, est la raison pour laquelle le ciel n'est pas un chaos d'explosions simultanées. C'est la raison pour laquelle existe la stabilité nécessaire pour que la vie s'épanouisse. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous asseoir tranquillement sous les étoiles et nous interroger sur leur nature sans craindre que l'univers se désintègre sous nos yeux. La gravité est le gardien silencieux du cosmos. Elle opère sans bruit, sans lumière, sans aucun signal détectable excepté ses effets sur la matière. Nous ne pouvons pas la voir, nous ne pouvons pas l'entendre, mais elle est là, toujours, maintenant chaque étoile à sa place, protégeant chaque noyau stellaire des perturbations externes, dictant le calendrier de naissance, de vie et de mort de chaque soleil qui a jamais existé ou existera. Dans le silence de la nuit, quand nous contemplons les étoiles, nous observons la gravité en action. Nous voyons le résultat d'une guerre perpétuelle qui se livre à des millions de degrés de température dans des endroits que nous ne pourrons jamais visiter. Nous sommes témoins du miracle de l'existence continue, du fait improbable mais réel que les bombes cosmiques refusent d'exploser simultanément. La gravité l'empêche, la gravité l'a toujours empêché, et la gravité continuera de l'empêcher jusqu'à ce que les dernières étoiles s'éteignent et que l'univers entre dans sa nuit finale. Jusque-là, les étoiles brilleront, chacune à sa manière, chacune selon son temps, chacune seule dans sa lutte contre l'effondrement et la dispersion. Et nous, créatures éphémères sur une planète insignifiante, avons le privilège d'observer ce spectacle durant le bref instant de notre existence. C'est suffisant, c'est plus que suffisant, c'est tout ce que nous pourrions demander. Le ciel est plein de questions qui n'ont pas de réponse facile, mais cette nuit, nous en avons répondu une. Et peut-être est-ce le plus proche que nous puissions être de comprendre le cosmos. Une question à la fois, un mystère à la fois, une nuit à la fois sous les étoiles qui refusent d'exploser toutes en même temps. Ferme les yeux maintenant.